Nice. Alors, juste avant de commencer le live, un petit disclaimer. Donc, comme on a déjà dit aujourd'hui sur notre compte, on ne va pas prendre un parti, que ce soit pour un pays ou pour un autre. On va se baser uniquement sur les faits et sur ce qui se passe actuellement sur les marchés économiques et dans le monde en général. Donc, on va commencer par remettre le contexte. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas facile à observer. Et surtout, on a énormément d'informations qui arrivent de partout. Donc, il faut faire attention aux informations que nous, on prend en compte et les médias que nous, on suit. Donc, encore une fois, on parle de quelque chose d'impartial aujourd'hui et on va faire le compte-rendu de la situation et parler un peu par rapport à tout ça. Donc, Je sais du pas coup, qui veut faire le résumé de la situation. Je vous alors, laisse je pense que choisir. déjà pour ceux qui ne Commence connaissent pas Ouais. Dimitri et Adrian, si vous voulez juste faire une brève présentation pour que les gens aient le contexte avec qui on fait le live. Je commence. Vas-y. Vas-y. Du coup, pour faire simple, j'ai deux activités, alors pas liées directement à la géopolitique. J'ai une entreprise qui s'appelle Vega Management qui fait du conseil, de la gestion et de la production auprès d'entreprises et de personnalités sur YouTube et les réseaux de manière générale. Et j'ai une deuxième activité qui est France Crypto, que j'ai créé maintenant il y a à peu près 4 ans et qui a bientôt 100 000 personnes qui suivent ce compte-là. Voilà, et à titre personnel, du coup, j'aime beaucoup l'histoire et la géopolitique. Et je suis minute par minute ce qui est en train de se passer. Et moi, c'est Adrian, le compte Info Echo. Là, on a eu un petit bug technique, du coup, je participe avec mon compte perso, mais en fait, on traduit des actualités économiques et financières tous les jours. Et puis, sinon, moi aussi, je suis assez intéressé par tout ce qui est géopolitique et les marchés et les conséquences. Essayer de trouver un peu quels fils, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, c'est intéressant. Très bien. Alors, juste, on va un peu remettre le contexte donc de ce qui s'est passé en Ukraine aujourd'hui. Donc, on a eu l'entrée des troupes russes ce matin à 4 heures du matin sur le territoire ukrainien. Donc, ça s'est passé de plusieurs directions. Donc, on a également eu une direction à laquelle on ne s'attendait pas forcément. C'était la partie de Kiev. Donc, est-ce que vous pouvez juste remettre le contexte? Juste pour le coup, moi, je vais plus faire le médiateur parce que je sais que vous y connaissez plus que moi. Non, mais De on temps aura en temps, chacun des choses à ajouter, je pense, hein. quelques points qui sont importants qui me semblent, qui peuvent me sembler importants, mais je vous laisserai réellement faire le contexte parce que je sais que vous êtes mieux renseigné que moi par rapport à ça. Donc voilà, si on peut commencer juste par remettre le contexte, c'est parfait. Écoutez, je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut commencer, qui veut se lancer. Vas-y, Bon, Xav, bon, commence. alors j'y vais. Bon, pour remettre un peu dans le contexte global, il faut voir les choses sur la décennie qui vient de s'écouler, notamment depuis 2014. Il faut savoir que l'Ukraine, c'est un ancien pays de l'Union soviétique, de l'URSS, qui s'est effondré en 1991. Quand l'URSS s'est effondré en 1991, les pays ont eu le choix de l'indépendance. C'est-à-dire qu'avant, ils faisaient partie de ce bloc s'est disloqué, chaque pays est devenu un État souverain avec son propre gouvernement, ses propres règles, sa propre identité. Donc l'Ukraine, même si c'est un pays qui a des liens historiques, et ça Artem, tu pourras nous en témoigner, avec la Russie, donc plus l'URSS, mais la Russie d'encore avant, la Russie des tsars, c'est un pays qui a connu pas mal de changements ces dernières années, notamment en 2013-2014, où il y a eu une révolution interne au pays, comme on a vu un peu dans le monde arabe, mais là c'était en Ukraine, où il y a eu un rejet du dirigeant qui était totalement pro-russe, qui était un proche de Poutine, Yanukovych. qui a été exactement, qui a été renversé par le peuple sur les événements qu'on a appelés les événements de la place Maïdan. Et suite à ça, il y a eu une sorte de sécession de la part d'une partie du pays, notamment à l'est, donc à la frontière avec la Russie, du Donbass. On appelle ça en général cette région le Donbass, dont la capitale, la principale ville est Donetsk. Il y a également Lugansk qui est une des principales villes de cette région. Et donc rapidement, il y a eu des combats, des affrontements entre ce qu'on a appelé les pro-russes, donc les séparatistes, et les pro-ukrainiens, donc simplement le gouvernement. Pour symboliser les choses, c'est comme si aujourd'hui la Bretagne se disait qu'elle était proche du Royaume-Uni et faisait sécession avec la France et qu'il y aurait des Bretons qui se battraient contre l'armée de terre parce qu'ils voudraient avoir leur propre région proche et rattachée au Royaume-Uni. Donc ça a duré pendant des années, il y a eu des combats assez violents, il y a eu plusieurs milliers de morts. Et il y a eu les accords de Minsk en 2016 qui ont réuni la Russie, la France. Allô? De quoi? 2014, il me semble, si je ne me trompe pas. Non, Minsk, il me semble que c'est 2016. Attends, je vérifie, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais il me semble que c'est 2016 et c'est 2014, t'as raison, j'ai dit une bêtise. Bien vu. 2014. Donc tu vois, au final, t'es quand même bien renseigné. Mais donc du coup, ces accords stipulaient une ligne d'arrêt de ce qu'on appelle une ligne de front, un cessez-le-feu.
et qui a été globalement respecté. Il faut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements depuis. C'est des guerres de tranchées, entre guillemets. Des fois, il y a des coups de feu. Enfin, jusque-là, c'était gentil. Sauf que là, ces derniers temps, on va dire sur les 6 derniers mois, voire même la dernière année, ça s'est compliqué parce que l'Ukraine a affirmé son envie de rentrer dans l'Union européenne, d'une part, qui a toujours un peu existé, mais de rentrer également dans l'OTAN. Donc, qu'est-ce que c'est l'OTAN pour ceux qui ne connaissent pas l'OTAN? C'est l'organisation du traité Atlantique Nord. C'est en fait hérité de la fin de la Seconde Guerre mondiale et du début de la guerre froide entre le bloc Est, donc l'URSS, et l'Ouest, les États-Unis. C'est une alliance qui regroupe les principaux pays d'Occident, donc la France, les États-Unis, l'Allemagne, voilà, et qui a pour but d'avoir une organisation militaire de défense au cas où la Russie déciderait d'entrer en guerre. Donc c'est une maxi-armée avec plusieurs pays qui sont mêlés. Et ça implique des règles, ça implique que si l'un des États est attaqué, les autres doivent le défendre. Et ça, c'est symbolique pour la Russie parce qu'une extension de l'OTAN vers l'Ukraine, donc vers l'Est, et donc au bord de ses frontières, impliquait que l'étau, voire le cercle d'influence américain capitaliste OTAN se rapprochait de ses frontières comme jamais. Et ça, il faut aussi prendre le point de vue russe, même si encore une fois on ne prend pas position, il faut avoir les deux points de vue. La Russie pouvait se sentir agressée, mise sur la touche, mise sur la défensive. Et donc ça a mis le feu aux poudres un peu ces derniers mois. Il y a déjà plusieurs mois, il y avait déjà près de 100 000 hommes aux frontières, il y a eu d'importantes manœuvres. Ça s'est un peu détendu. Là, depuis début janvier, c'est reparti en sucette. Il y a eu progressivement 150 000 militaires russes qui se sont massés tout autour de l'Ukraine, parce qu'il faut savoir que l'Ukraine a une frontière avec la Biélorussie au nord, et la Biélorussie est un pays historiquement allié de la Russie, dont le président Loukachenko est typiquement le pantin de Moscou, pour faire simple, hein, on va pas prendre de gants parce que ça c'est vrai. Et donc du coup, il a massé ses troupes, enfin Poutine a massé ses troupes tout autour de l'Ukraine et a progressivement mis des pressions à l'Ukraine et à l'Occident en disant si vous ne stoppez pas directement les discussions pour rentrer dans l'OTAN ou dans l'Union européenne en écrivant noir sur blanc que c'est foutu, on envahit l'Ukraine et on peut aller plus loin. Donc pourquoi l'Occident ne s'est pas arrêté tout de suite? Parce que accepter ces règles, accepter ces demandes, c'est se soumettre entre guillemets aux volontés d'un autre pays. L'Ukraine est un pays indépendant, comme on l'a dit avant, qui a le droit de décider d'elle-même. Ça ne veut pas pour autant dire qu'elle devrait être acceptée dans l'OTAN. Mais en tout cas, c'est un combat démocratique et idéologique. Bon, la suite, on la connaît, ça c'est un peu corsé. Macron est parti discuter au nom de l'Européenne. Pourquoi Macron? Parce qu'il est président de l'Union européenne actuellement pour imaginer un peu la chose, Et il s'est fait recevoir par Poutine dans un accueil très froid, très austère. Macron, on peut le blâmer sur beaucoup de choses, mais honnêtement, je pense sincèrement qu'il a tout essayé pour établir un discours diplomatique entre les deux blocs, que c'est pas quelque chose de facile, que c'est même quelque chose d'impossible. Et il a essayé de le faire, il a tout donné, il a fait gagner du temps. En parallèle, les Américains et d'autres pays alliés ont livré du matériel de défense à l'Ukraine. Et par grande surprise, ce lundi, parce que là, il faut parler de cette semaine, c'est là où ça s'est enchaîné très vite. Je vous rappelle qu'on est jeudi seulement. Ce lundi, Poutine a dit qu'il ne voulait plus de discussions diplomatiques, qu'il allait envahir l'Ukraine. Il a reconnu les républiques de Lugansk et de Donetsk, pour imaginer un peu la chose, donc, qui n'existent pas, hein, qui sont simplement des territoires aux mains des séparatistes. Il a donc violé l'intégrité territoriale juridique de l'Ukraine dans un premier temps. Et Puis, on a en parallèle les accords de Minsk également. Et les accords de Minsk, exactement, puisqu'il a envoyé des troupes soutenir ces militaires pro-russes, enfin ces résistants pro-russes. En parallèle, il a mené une campagne politique et stratégique avant auprès de la population russe pour dire que l'Ukraine exterminait massivement depuis des années, menait une sorte de génocide dans ces territoires pour les territoires pro-russes, russophones. Parce qu'il est vrai qu'à l'est de l'Ukraine, il y a des gens qui sont russophones, c'est comme à l'est de la France, il y a des gens qui sont germanophones. Historiquement, il y a eu des frontières, il y a eu des moments de liens historiques très forts. Et comme vous le savez, cette nuit, à la grande surprise de tout le monde, bon, les services américains, les services secrets américains et britanniques étaient au point là-dessus. Ils savaient qu'il allait y avoir une invasion, mais c'est quand même drôle quand ça arrive. Cette nuit, il y a eu une invasion massive. Alors, on t'entend plus. Je sais pas si c'est bon. Ça avait coupé. Okay. Il y a eu des avions, il faut savoir que la supériorité militaire russe est écrasante, même si c'est souvent du matériel qui est ancien par la pointe de la technologie, elle est quand même présente. Et le résultat, c'est qu'en moins de 24 heures, les Russes ont mis la main sur les aéroports qui sont les plus proches de Kiev, donc la capitale, qui est quand même située à l'intérieur des terres. L'armée ukrainienne semble avoir été totalement prise de court, ce qui est normal, parce que quand on envahit un pays avec 200 000 soldats, 1500 avions de chasse et sans doute plus ou moins 5 à 10 000 tanks,
ça va vite de se faire dépasser. Et voilà, donc le point aujourd'hui, c'est ça. C'est en gros une catastrophe parce que c'est la première fois depuis 70 ans, voire 80 ans, qu'un pays souverain de cette taille n'a pas connu une invasion de cette ampleur. La Russie a déjà fait ces choses avec la Géorgie en 2008, c'était d'une toute autre ampleur. Là, Et on la est sur une opération. Et la Crimée, bien sûr. Et la Crimée en 2015, il me semble, ou 2014, 2014 aussi. 2014 Hein. aussi, il me semble. 2014, bon, c'était une annexion un peu plus rapide aussi, où il n'y avait pas eu de combat. Un peu, ils avaient profité un peu de la débauche du gouvernement ukrainien parce qu'il y avait eu la révolution dans un premier temps, une armée désorganisée, les gens s'occupaient d'autre chose. L'Ukraine, la Crimée annexée en 2 minutes. Voilà. Là, on parle quand même de combats assez violents. On n'a pas d'infos. Et donc voilà, moi je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Je vais vous laisser ajouter ce que vous voulez ajouter. Et voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les gars, Dimitri ou Adrien? une très belle et très complète, je pense, présentation. Pour ajouter juste un ou Merci. deux points, pour revenir sur la Crimée, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que déjà, il y avait un terreau fertile avec des gens qui, pour certains, pas tous, il ne faut pas faire de généralité, mais certains en tout cas, qui étaient évidemment russophones et qui se sentaient, pour certains, une partie d'entre eux, plus russes que ukrainiens. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le Donbass. Mm. Ce qui également avec Kiev. Et ça m'amène au deuxième point, juste pour compléter, c'est que c'est compliqué pour nous occidentaux, là, je ne sais pas si vous êtes tous en France, mais il me semble que oui, nous en France, où il y a une unicité de la nation qui, je pense, est radicalement différente avec ce qui se passe en Ukraine et qui fait que ça peut biaiser un peu notre point de vue. C'est-à-dire que nous, en France, au final, les différences entre Marseille, Paris, Lille, etc., elles sont assez mineures, même avec les Bretons. Alors qu'au final, avec un pays aussi grand que l'Ukraine, même si c'est un pays uni et visible, il y a d'énormes différences avec l'Est et l'Ouest. C'est-à-dire que faut bien comprendre qu'à l'Ouest, à Kiev, c'est globalement, Kiev, ça pourrait être Paris, ça pourrait être Lyon, c'est des gens qui, la ville ressemble à nos villes, leur mode de vie, leur vie, c'est globalement la vie d'un occidental. Alors qu'à l'Est du même pays, c'est une vie qui est pas radicalement différente, mais quand même au niveau du mode de vie, au niveau même au niveau géographique, au niveau des valeurs, enfin, c'est presque une population qui est différente. Donc il y a ça aussi à cerner, c'est pas un pays uni au sens où on pourrait l'entendre, nous, occidentaux, européens de l'Ouest. Et je pense que l'autre point aussi qu'il faut ajouter, c'est que ce qui nous a beaucoup surpris, c'est qu'on s'attendait à, on va dire, une invasion partielle de l'Ukraine où justement Ouais. il allait se cantonner à À ce l'Est. terreau fertile qu'il a fait avec la Crimée et justement à l'Est. Et là, ce qui a surpris, c'est au final le fait que il se cantonne pas à ça, qu'il aille aussi, on va dire, plus massivement avec Kiev. Et pour moi, là encore, ça regarde que moi, mais je pense que la déclaration de Joe Biden d'il y a quelques jours, là je vois qu'il est en train de s'exprimer en ce moment en direct à la Ouais, télé, j'essaie de Ouais. suivre. il a dit Je, je ferai un petit récap un peu de ce qu'il dit. Ouais. J'ai tout Super. ça devant moi. Et quand il a dit de manière très explicite les USA, les Américains ne se battront pas en Ukraine, je pense que c'est un des éléments, même si faut bien comprendre que Poutine ne s'est pas réveillé un matin avec l'envie d'envahir l'Ukraine, c'est quelque chose de très long, on pourra revenir dessus. Mais en tout cas, c'est le truc qui a participé au fait, ok, quoi qu'il arrive, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, donc c'est l'article 5 du traité qui permet l'assistance mutuelle entre les pays. Étant donné que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, il n'y a pas d'assistance mutuelle, donc il n'y a pas de raison légitime d'intervenir, même si il envoie les chars et son armée en Ukraine. Et avec cette déclaration de Biden, comme quoi il confirme ça, on ne se battra pas en Ukraine, c'est au final laisser la porte ouverte à Poutine pour marcher, rouler sur le pays jusqu'à Kiev, et personne ne fera rien. Tout le monde sanctionnera très fort, évidemment, tout le monde prendra tout un tas de mesures qui vont en temps, qui se renforcent. Là, on parle d'exclure la Russie du SWIFT. Là, on est quand même sur une mesure d'envergure, mais il n'y aura pas d'envoi de troupes militaires. Alors, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le SWIFT, donc c'est le système de virement en dollars, il me semble, si je me trompe En pas. fait, ça lie toutes les banques, toutes les institutions mondiales, ou pas que les banques, mais tous les systèmes de plateformes financières. Si vous regardez votre RIB, même simplement vous, à votre échelle, vous allez voir, il y a un code SWIFT. Et en fait, c'est la plateforme mondiale internationale et qui est adoptée par tout le monde pour les échanges de flux financiers. Ce qui veut dire que non seulement ça impacterait la Russie en l'isolant de pouvoir faire tout échange avec un autre pays, mais ça impacterait tout le monde parce qu'en fait, tous les gens qui ont besoin d'échanger des flux ou de recevoir des flux de la Russie, je sais pas, un investisseur qui a acheté de la dette russe, par exemple, super idée,
il ne pourra jamais recevoir son paiement. Je veux dire, là, c'est vraiment un blocage. C'est comme si on vous coupe le courant chez vous, mais au niveau financier. Et tout à l'heure, j'ai vu un article de Cryptos qui disait justement que c'était possible que ce soit l'épargne des Russes, du coup, qui soit mobilisée. Si justement, il y a des sanctions comme ça qui arrivent, ils vont être complètement paralysés économiquement et il va falloir trouver de l'argent. Et Oui, donc, alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on parle de ça en Russie, mais c'est également valable en Union européenne. C'est qu'aujourd'hui, si jamais on entre dans une phase de guerre, par exemple, dans une phase de crise assez spécifique, on peut prélever l'argent que vous avez en banque. L'argent que vous déposez en banque servira donc pour l'Europe à se sortir de cette crise. Petite Et limite, 100 000 euros par épargnant. c'est ça, exactement. Et C'est ça. au pire, on vous forcera à acheter les obligations d'État, au pire, pour pour financer l'instant, l'effort de guerre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, C'est si ça. l'État s'effondre, vous n'avez plus de dette. Mais bon, Alors, enfin, du coup, la guerre, ça sert personne, quoi. Du coup, juste pour tous ceux qui nous regardent, en fait, donc Biden a parlé et il a dit qu'en fait, on s'attendait très bien à cette attaque, on le savait. Également, il est précisé que les défenses aériennes de l'Ukraine ont principalement été éliminées. En plus de ça, donc Biden dit que ils vont limiter la possibilité des Russes de faire du business en dollars et en yens, que toutes les banques russes qui ont plus de 1 trillion, donc 1000 milliards en actifs vont être sanctionnés également. Il y a 4 autres banques vont être bloquées. Donc, ils disent le jeudi, donc je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou si c'est la semaine prochaine. Euh, Ensuite, il estime que les sanctions vont couper plus de la moitié des imports russes high-tech, donc tout ce qui est semi-conducteurs, microprocesseurs, etc. Donc tout ce qui est technologie, c'est ce qu'ils ont déjà dit auparavant. D'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, là aussi, euh, alors je vais revenir là-dessus juste après. Et donc, encore une fois, il précise que les forces US ne vont pas combattre en Ukraine. Par contre, il va envoyer des troupes supplémentaires en Allemagne et donc renforcer toute la partie Est. Il a dit combien de soldats? J'ai pas le nombre. Là, actuellement, je n'ai pas de nombre. Également, Biden demande à ne pas aux compagnies qui sont aux pétrolières et aux compagnies qui font du business avec le gaz de ne pas augmenter leur prix et donc de rester, enfin, de comprendre la situation. Et il dit que c'est un moment dangereux pour l'Europe et que dans les mois et les semaines et les mois à venir vont être très durs pour le peuple ukrainien. Alors, moi, je voulais juste rajouter deux choses par rapport à tout ce qui se passe. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les deux cas, c'est le peuple qui souffre. On l'a déjà dit plusieurs fois en story, on en a parlé sur le Discord, c'est que c'est le peuple qui va prendre pour les décisions gouvernementales, pour une histoire de pouvoir, pour une histoire d'argent. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Euh, pour les Russes, les territoires ukrainiens, euh, perdre ces territoires-là, ça a été vu comme une humiliation pour l'URSS. Et donc, Poutine, qui est là depuis l'URSS, il a vécu cette humiliation, il sait ce que ça fait, et ça fait déjà un moment que ça. C'était entre guillemets, c'était quelque chose qui le démangeait au fond de lui, et dès qu'il a eu une opportunité, bah, il l'a saisi, tout simplement. Et C'est clair, c'est au-delà de un ça, donc, nostalgique, hein. je rebondis sur ce que Dimitri il a dit. À partir du moment où les US ils ont dit qu'ils ne vont pas combattre en Ukraine, ce qu'ils n'arrêtent pas de répéter, ce qu'il faut comprendre, c'est que les sanctions de 2014 ont appris une chose à la Russie, c'est que leur économie dépendait énormément donc des Américains et de l'Europe. Donc, ce qu'ils ont fait depuis 2014, c'est qu'ils ont diversifié leur économie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la Russie est le deuxième pays qui détient le plus de monnaie étrangère au monde, après la Chine. Donc aujourd'hui, ils ne sont plus forcément dépendants du rouble et ils peuvent en quelque sorte maintenir, encore une fois, en quelque sorte, parce que le rouble, il a presque perdu 10% aujourd'hui, il me semble. 9% et en fait, c'est rien parce qu'ils ont acheté tellement de dollars qu'ils ont pu stimuler, on expliquera le mécanisme après, mais en fait, le rouble aurait pu perdre 70% aujourd'hui. C'est simplement que la Russie avait anticipé. La Russie a tout anticipé. C'est Excuse-moi pour ça. te perdre, hein, je t'interromps, mais la Russie a anticipé l'attaque. C'est pour ça qu'en une journée, ils ont dégommé les défenses aériennes du pays et les infrastructures. Ils ont anticipé les cyberattaques. Donc, quand vous coupez les réseaux informatiques et de communication d'un pays, il est dans le noir. Et ils ont anticipé les conséquences sur leur économie. Comme tu l'as très bien dit, Artem, les sanctions de 2014 leur a appris à vivre avec. Ils se sont rapprochés de qui en contrepartie? Ils se sont rapprochés de la Chine. Aujourd'hui, la Chine et la Russie se sont largement rapprochés, ce qui n'était pas le cas avant. On a toujours en tête les méchants, entre guillemets, la Russie et la Chine, mais il faut savoir qu'il y a 10-15 ans, leur relation, ce n'était pas l'amour fou. Ils se sont rapprochés un peu par contrainte tous les deux sur les 5-10 dernières années, et aujourd'hui, ce sont des partenaires économiques majeurs.
Les deux importent et exportent dans les deux sens. Et même si on coupe pas mal de choses à la Russie aujourd'hui, ce sera limité en termes d'effet. Les sanctions, ça fonctionne dans un certain gabarit, on va dire. La Russie, c'est un énorme pays qui a énormément de ressources naturelles aussi. C'est le deuxième producteur de gaz au monde. Or, D'ailleurs, aujourd'hui, une petite info pour l'Europe. 35% du pétrole en Allemagne vient de la Russie, 55% du gaz en Allemagne vient de la Russie. mais Donc, l'Allemagne et la Russie sont très proches, hein. L'Allemagne et la Russie sont très, très, très proches depuis des années. Pendant longtemps, l'Allemagne a été le premier pays d'importation pour la Russie et d'exportation aussi. Aujourd'hui, c'est la Chine. Mais l'Allemagne avait quand même un projet encore, c'était d'actualité il y a encore 3 mois, c'était ce qu'on appelle Nord Stream 2, qui était un oui. oléoduc. Donc un oléoduc, c'est un pipeline pour le gaz, et qui devait passer du nord de la Russie en passant devant les pays baltes et arriver vers l'Allemagne pour mettre sous perfusion l'Allemagne et l'Europe centrale de gaz. Là, il faut comprendre que le gros enjeu pour l'Europe, ça va être l'alimentation en énergie. Contrairement à la France qui produit presque 72 ou 73% de son énergie via le nucléaire, l'Allemagne a remplacé son nucléaire et les autres pays d'Europe ont remplacé leur nucléaire par le gaz. C'est-à-dire qu'ils brûlent du gaz pour produire l'électricité et du chauffage. La Russie n'est pas le seul fournisseur de gaz de l'Europe. Il y a également la Norvège, il y a l'Algérie, il y a les Émirats arabes unis, il y a le Qatar qui produisent beaucoup de gaz. Mais on sort de l'hiver, mais on ne sait pas combien de temps cette crise va durer. C'est une ressource stratégique. C'est une ressource stratégique dont le coût a déjà augmenté. Déjà en 2019, en 2021, le coût du gaz, du mètre cube de gaz a augmenté de 60% en France à la consommation, hors cadre de guerre. Là, dans un cadre de guerre où on peut couper le robinet tout simplement, c'est un des arguments stratégiques de la Russie, c'est impossible de prédire les conséquences. Et ça va impacter tout le monde. Là, il faut vraiment se rendre compte qu'on a coupé toute limite dans toutes les dimensions, la stabilité dans laquelle on vivait depuis 80 ans. Là, on est vraiment sur une face, Attends, il y a une Xavier, économie. il y a Adrien qui a dit quelque chose, mais je crois que ça a Ouais, coupé. ouais. Ouais, je crois que l'Allemagne, elle a sanctionné, non, pour Bah, le Nord. elle a interrompu le projet, mais en soi, elle Hum. se sanctionne aussi en faisant ça. Elle se sanctionne aussi parce qu'il faut comprendre que les sanctions, ça va être à double tranchant. On en parlait avant, ça sanctionne la Russie, mais ça sanctionne l'Europe aussi. Et comme l'a très bien dit Artem avant, depuis 91, la Russie, c'est un pays capitaliste. C'est plus du tout un pays communiste. C'est un pays il y a des McDo en Russie, il y a 100%. Les Russes sont des C'est alphonses, vrai que ils ça, vivent. c'est le signe du capitalisme, c'est Bah le non, mais McDo, c'est vrai. vraiment. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, ils ont adopté le capitalisme à fond. Ils vivent totalement comme nous, hein. Ils ont une culture différente, mais ils vivent comme nous. Donc, c'est un énorme marché. Il y a près de 140 millions d'habitants. Voilà. Là, si on raisonne économiquement, parce que le but de nos pages et de notre discussion ici ce soir, c'est de parler investissement et économie. Si on raisonne économiquement, c'est une catastrophe pour tout le monde. Personne n'a d'intérêt à faire la guerre aujourd'hui. Hum. C'est pour ça qu'il n'y en a plus depuis 80 ans. Enfin, il y a eu des guerres. Il y a eu des guerres, bien sûr qu'il y a eu des guerres, mais là, je parle de potentialité de conflit mondial. Ça intéresse personne de faire la guerre, à part tirer des obus qui se vendent, des chars qui se détruisent et qui se repayent. Là, à cette échelle-là, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce qu'on coupe des marchés, on crée des tensions, on met des murs entre les pays, on ne se parle plus, on n'échange plus. À une Hum. époque où on est ultra connecté. On ressort quand même, il faut reposer la roue 2 minutes. On ressort de 2 ans de confinement partiel où il y a eu une pandémie mondiale qui a tué des millions de personnes et qui a mis le monde au ralenti. Alors, se prendre une guerre d'ampleur multinationale sur la tronche juste à la sortie, il y a mieux pour l'économie et pour la finance. Et ça se ressent sur les marchés. Et je pense que ce serait intéressant à ce qu'on commence à parler de ça. Je vous laisse la parole. Je vous laisse la Ouais, et parole. juste pour revenir sur ce que tu disais, donc deux choses, deux actualités. Donc Biden a dit qu'il ne parlerait pas à Poutine. C'est la première chose. Il dit qu'il ne l'a pas sous-estimé et que Poutine a de plus grandes ambitions que juste envahir l'Ukraine. Il voudra aller plus loin. C'est Donc, sûr. du coup, je pense que maintenant qu'on a le contexte, qu'on a parlé un peu des conséquences, on peut réellement parler des conséquences. Donc, je pense qu'Adrian ou Dimitri, je vous laisse commenter un peu ce qui se passe par rapport à ça. Déjà, juste pour compléter ce qui vient d'être dit, il faut bien comprendre que les Allemands, ils n'ont pas coupé, parce qu'ils ont là purement et simplement annulé le projet Nord Stream 2 comme ça. Ils l'ont fait parce que les Américains vont pouvoir leur fournir du gaz de schiste. Donc là, on comprend quand même qu'il y a un encore plus global et que malgré tout, même si c'est toujours des situations extrêmement complexes, il y a quand même des Américains qui ont un intérêt là-dedans. Parce que si il ne fournit plus en gaz l'Europe, c'est en partie les Américains qui feront les fournisseurs à la place. Et l'autre truc que je voulais ajouter, c'est que
Et là aussi, c'est une différence, je trouve, avec l'Europe de l'Ouest, où on est habitué, évidemment, avec nos républiques, nos démocraties. En France, septennat avant, quinquennat aujourd'hui, où voilà, tous les 5 ans, ça bouge, etc. On a à l'Est des pays qui fonctionnent radicalement différents, et je pense que ça, il faut bien l'avoir en tête. Évidemment, avec Poutine, mais aussi, évidemment, avec la Chine. Et ça, c'est un énorme avantage, au final, sur nous, et ça change drastiquement tout un tas de choses. C'est-à-dire que Poutine, il faut bien se dire une chose, c'est que il le dit lui-même, le plus grand événement de sa vie, le plus terrible, c'est quand l'URSS a éclaté. Et donc, après cet événement-là, il a été rapatrié. À l'époque, il était espion, il était agent en Europe de l'Ouest. Il a été Ouais. rapatrié, et puis il a commencé sa carrière en politique. Dès lors, dès ce moment-là, et donc on parle d'il y a 30 ans, 40 ans, il a eu au final, je pense, une ambition secrète qu'il a nourrie jusqu'à maintenant, c'est de refaire l'URSS, et même pire, je pense, c'est l'Empire russe. Et donc, je pense qu'il a tout mis en œuvre pour au final arriver à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, quand on comprend ce truc-là, on voit avec cette vision-là le truc dans sa globalité, on se rend compte qu'il a évidemment 2, 3, 4 coups d'avance où, typiquement, chez nous, là, on est en pleine élection présidentielle. Qu'est-ce qui va se passer si on pourra en parler, l'élection et pas déplacée? Et ben, on va changer de personne, qui aura une autre politique, une autre façon de faire, un autre regard sur les relations géopolitiques et les relations qu'il a envie d'avoir avec tel ou tel pays. On peut voir que si demain au pouvoir, je dis n'importe quoi, si demain on a Zemmour, on n'aura pas la même relation avec la Russie et les États-Unis que si on a de nouveau Macron ou que si on a Jean-Luc Mélenchon. Et donc tous les 5 ans, on a ce truc-là qui change. Et de l'autre côté, en Russie, on a un gars qui a un seul objectif, au pouvoir pour une durée totalement indéterminée, évidemment. Je crois qu'il y a un truc là qui était sorti il y a quelques temps où il serait a priori président, peut-être que vous pourrez me C'est donner ça. exact, jusqu'en 2004. Oui, c'est Alors ça, ouais, parce en que fait en fait il a dit ça et d'un autre côté il a dit qu'il restera au pouvoir tant que la Russie en aura besoin. Parce qu'il faut prendre en compte une chose, c'est que sans Poutine la Russie n'en serait pas là aujourd'hui. C'est ce qu'on s'est déjà dit quand on en a parlé ensemble. C'est que Poutine il a quand même récupéré la Russie qui était encore très impactée par mourante. l'éclat de l'URSS. Que c'est un gars qui a mis la Russie sur le front international avec les moyens qu'il avait et qu'il a utilisés, qui ne sont pas forcément les bons. Et encore une fois, moi, j'ai vécu en Russie, je connais ce que le peuple en Russie subit, parce que Poutine, autant il s'occupe énormément sur la politique internationale, autant le peuple qui est en Russie, le peuple, il souffre. Et donc, il n'y a rien qui est injecté dans l'économie. Et c'était d'ailleurs très drôle de le voir parler de la corruption en Ukraine, parce qu'en Russie, c'est pire. C'est tout simplement, c'est de plus gros volumes. Peut-être c'est un plus petit pays, mais c'est de plus gros volumes qui sont volés. Et encore une fois, c'est volé par des potes à lui. Tu regardes, Ouais, mais c'est ça, hein, d'ailleurs, ouais. l'autre président, Navalny, celui qui s'est présenté pour les élections, il a fait des beaux documentaires sur lui en parlant de ses potes et des positions qu'ils ont aujourd'hui, ses enfants, ses amantes, enfin, plein de choses qui sont sorties sur lui. Donc, c'était assez drôle de le voir parler de la corruption. Et donc, aujourd'hui, concrètement, si on revient sur ce qu'on disait, donc en fait, on a tout simplement des victimes énormément de victimes. On a vu des images qui circulent beaucoup sur Twitter, sur les autres réseaux, où on voit des bâtiments de civils qui sont détruits. Et au-delà de ça, la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, donc il y a eu énormément de manifestations à Moscou, Saint-Pétersbourg, en Ouais. Ukraine aussi, il y en a eu, mais c'est un peu plus dangereux là-bas, surtout que maintenant, il y a un couvre-feu qui est installé à partir de 22 heures. On voit que les deux peuples n'ont pas envie de combattre les uns des autres parce que C'est autant des peuples les frères, hein. gouvernements ont leurs désaccords, autant les Russes considèrent les Ukrainiens comme leurs frères. Et même si les Ukrainiens ne le pensent plus autant qu'avant, euh, c'est toujours le cas. Et donc même les soldats, en fait, les soldats aujourd'hui, ils ont un choix, soit tu es qualifié de déserteur et tu vas en prison militaire et tu n'as pas envie d'aller en prison militaire en Russie, soit tu vas combattre et tu risques de mourir. Mais dans tous les cas, si tu vas en prison militaire, tu vas mourir. D'ailleurs, Xavier, pour te répondre, 7000 troupes en Europe pour les États-Unis. Il faut déjà savoir qu'il y a actuellement, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu près de 600 000 soldats américains stationnés en Europe. Aujourd'hui, il en reste 70 000, principalement en Allemagne, en Lituanie, en Estonie, en Pologne. C'est une présence qui est maintenue historiquement et qui est souhaitée par les États parce que il faut faire un petit point aussi militairement, vu qu'on parle de conflit, voir comprendre un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, la première puissance militaire européenne hors Russie, c'est la France. La deuxième, c'est entre l'Allemagne et l'Italie. L'Allemagne, c'est un pays qui a été totalement démilitarisé.
c'est un pays qui n'a plus investi dans son domaine militaire depuis peut-être 30 ans. C'est pas un choix enfin, c'est pas une contrainte, hein, c'est un choix. Pourquoi? On est des pays aujourd'hui développés, ultra développés. On met de l'argent dans la technologie, dans l'investissement, dans la recherche, dans l'éducation, dans la justice. On a un peu lésiné sur le côté militaire parce que on a vu que les conflits qu'on menait aujourd'hui, notamment la France, c'est des guerres où on se bat dans le désert contre un mec qui a une Kalachnikov et un chameau. Là, maintenant, on parle de la Russie, l'ex-URSS, qui a 25 000 chars d'assaut, 3 000 avions de chasse. Je vais être très honnête, on ne fait pas le point de 2 minutes. Il y a une enquête qui a été sortie par un député la semaine dernière qui a montré que l'armée de l'air française, sachant qu'on a quand même 150 Rafales et 60 Mirage 2000, qui sont des super avions, avec des pilotes très entraînés, tiendrait 5 jours face à un conflit d'haute intensité face à un pays comme la Russie. Donc en gros, il n'y a pas eu de volonté en Europe de bâtir un bloc solide, militaire et diplomatique basé autour d'une armée. Et aujourd'hui, on en paye les frais parce qu'on est dépendant des États-Unis. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des soldats américains sur le territoire européen, en Allemagne, en Pologne, parce qu'on est zéro. On est nul. On n'a pas de force militaire capable d'affronter une puissance comme la Russie. On l'avait en 1988 peut-être. Et on ne va pas aller se balancer des bombes nucléaires pour mettre les choses au point. Donc clairement, on est dépendant des États-Unis plus que jamais. C'est une énorme vulnérabilité. Je ne prends pas de positionnement, je donne juste des faits. Et pour les sanctions, on donne des sanctions au niveau européen, on donne des sanctions au niveau américain, mais clairement, on n'est pas capable de se battre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la voie diplomatique reste la seule sortie de ce conflit, même si elle paraît difficilement envisageable avec ce qui s'est passé cette nuit. Si on veut rétablir l'ordre sur les marchés financiers, sur la confiance dans l'économie et sur simplement la sécurité en première définition, ce que veut dire sécurité, parce qu'attention, ne pensez pas que c'est parce que ça se passe en Ukraine à plusieurs milliers de kilomètres d'ici que ça n'arrivera pas en France, enfin peut-être pas en France, mais en Europe. La Pologne fait partie de l'Europe. Il y a peut-être des gens qui remettent en question l'intégration de l'Est de l'Europe depuis des années 2000. La Bulgarie, la Roumanie, la Lettonie, l'Estonie, la Pologne, c'est l'Europe. Ce sont des pays avec lesquels on collabore tous les jours, ce sont des Européens dans l'Union européenne. Si un des pays est envahi, on doit intervenir militairement. Donc là, c'est une réaction en chaîne type 1914-1918 qui ne s'est pas très bien finie la dernière fois. Donc, je veux dire, là, on est vraiment sur quelque chose qui concerne tout le monde. Il faut prendre les choses très au sérieux. Et voilà, il ne faut pas non plus psychoter et pas dormir la nuit, aller dormir dans sa cave par peur de frappe aérienne. Mais là, on est à un tournant historique sur l'histoire de l'Union européenne, sur l'histoire de l'Europe. On est à un niveau très critique. Les combats qui se passent en Ukraine, c'est des combats très violents parce que vous pouvez voir les images, c'est des manœuvres où il y a 40 ou 50 hélicoptères de combat et de manœuvre qui atterrissent sur un terrain avec des gars qui descendent et qui ont pour but de prendre une ville entière. Et là, on parle de leur peuple frère en théorie. Donc je ne sais pas s'ils vont la fleur au fusil. Je ne pense pas qu'il y ait une volonté de tuer des Ukrainiens ni une volonté de tuer des Russes. Donc ça reste encore contenu, c'est localisé à l'Ukraine, c'est sporadique, hein, on voit que les gens continuent à rouler en voiture dans leur ville. C'est pas pour autant que c'est pas grave. Donc voilà, maintenant je pense qu'on peut aussi parler des conséquences que ça a eu sur les marchés. Ouais, Artem, je pense, Adrien, du coup, si tu Ouais, peux, si ouais. tu peux donner deux, trois éléments, si tu les as en tête. Et au pire des cas, on pourra également intervenir sur l'impact économique que ça a eu, en tout cas aujourd'hui. Bah alors moi, c'est vrai que j'ai une grosse journée, donc j'ai pas énormément regardé les marchés. Mais bon, comme tout le monde, on saigne. Euh, Ensuite, moi, je voulais plutôt parler de ce qu'on pouvait, enfin, essayer de conjecturer, de voir là où on pouvait se positionner dans le futur proche à moyen court terme. Je pense que c'est certaines valeurs, l'énergie, etc., ou les semi-conducteurs peuvent être intéressantes parce qu'il va y avoir des questions énormes dans ces secteurs-là. Après, j'invite aussi les gens qui sont posés à rester humbles face à la situation et plutôt à dézoomer et à pas forcément être actif en ce moment là-dessus, plutôt réfléchir, regarder ce qui se passe, aussi attendre. Des fois, c'est une super décision. Et je vais essayer, moi, voilà, de m'intéresser à ce qui pourrait, avec les alliances, ce qui va se passer, les sanctions, comment ils vont répondre les Russes, dénicher peut-être en bourse des valeurs qui pourraient être très intéressantes. Et concernant la crypto, ça c'est pareil, c'est le marché qui va décider, quoi.
Le marché décide un petit peu hein, pour les principaux indices. On n'est pas sur une catastrophe, mais c'est normal, c'est les réactions classiques. On est autour de 4% de chute, que ce soit le CAC 40, l'Eurostoxx 50 ou alors le FTSE 100, donc les principales cotations européennes. Pourquoi? C'est assez classique comme mouvement de marché. Si on prend l'historique de tous les principaux chocs géopolitiques qui ont eu lieu sur le XXe siècle, on remarque que la première journée prend un choc assez marqué, donc généralement entre 2 et 6% sur les principaux indices boursiers. Ça se stabilise dans le temps, mais il faut regarder sur la durée, c'est-à-dire sur les 3 à 6 mois. Donc, avoir la pourquoi? Parce que le monde retient un peu son souffle, les entreprises retiennent leur souffle. Et globalement, en France, la Russie, c'est pas non plus le premier marché, en Europe non plus. Maintenant, faut aussi aller voir dans le détail. Les banques sont celles qui vont être les plus touchées parce que c'est celles qui vont gérer les flux financiers. Aujourd'hui, si on donne des contraintes sur ce qu'on disait avant sur SWIFT, par exemple, toutes les banques mondiales vont être impactées parce qu'en termes de flux, ça va être compliqué. Et là, si on regarde les plus fortes baisses du CAC 40 aujourd'hui, eh ben, la première, c'est Société Générale, et c'est normal parce que la Société Générale a une filiale qui s'appelle Rosbank, qui est une des plus grosses banques russes et qui est simplement au cœur du pays. Société Générale emploie près de 20 000 personnes en Russie. Elle y est impliquée et implantée depuis longtemps. Elle mène une activité qui est régulée et qui est plutôt pas mal depuis des années, qui se développe très bien. Mais aujourd'hui, voilà l'exemple d'une baisse massive qui n'est pas systémique, mais qui est spécifique à la Société Générale. C'est lié justement à sa participation à des activités directes en Russie. Ce n'est pas le cas de beaucoup d'entreprises en France. Hein. Là, si on prend derrière, c'est Renault qui est derrière en deuxième. Pourquoi Renault est derrière en deuxième? Là, je vous donne mes explications à moi, hein, encore une fois. Renault est deuxième parce que Renault vend ses voitures Dacia sous enseigne Renault en Russie et que la Russie est un super marché pour Renault. Renault vend plein de voitures en Russie depuis des années et Renault, j'ai pas envie de dire une bêtise, mais il me semble que Renault détient Lada. Lada qui est peut-être la première marque automobile, le premier constructeur automobile. Voilà, bah, Renault détient Lada, le premier constructeur automobile russe, qui est donc détenu par Renault. Donc vous voyez, il faut aller chercher à comprendre quand vous positionnez non pas sur des indices mais sur des titres aux conséquences que ça implique sur votre portefeuille. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas vendre. Vendez pas votre action Société Générale aujourd'hui parce que elle a pris 12%. Ça, c'est un contexte habituel, comme quand vous voyez que le Bitcoin prend 20% ou autre. Réfléchissez, comme a dit Adrien, c'est un très bon conseil. Il faut toujours réfléchir, se poser, comprendre le contexte, analyser et comprendre pourquoi. Là, on a vu qu'en 2 minutes, on a réussi à comprendre pourquoi Société Générale a perdu 12% et Renault a perdu 9%. Est-ce que ça veut dire que les entreprises vont s'effondrer, vont faire un défaut, cessation de paiement ou ne reviendront plus jamais à ce point-là? Sans doute pas. On a bien vu avec le Covid déjà qu'il y a eu de très grosses baisses. Les marchés financiers, c'est un échange de valeur d'un titre, d'une entreprise par rapport à une confiance à un moment donné. C'est clair qu'aujourd'hui, la confiance n'est pas là. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas investir dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs d'activité, et on va en discuter. Et puis ceux qui font du DCA, ceux qui font du DCA et qui ont eu un horizon long terme, c'est aussi des périodes qui sont intéressantes à 3, 4 ans, 5 ans de vision. D'accumuler là où tout le monde, comme on dit, hein, au son du canon, voilà, c'est pas des moments qui sont stupides à long terme pour accumuler. Si on est vraiment solide psychologiquement, un carnet, on se dit c'est dans longtemps, quoi. Puis c'est toujours bien d'en Je vois une question aussi dans le chat qui est assez intéressante. C'est Grégoire qui la pose, le rôle de la Chine dans tout ça. Alors, il y a un côté qui est assez intéressant, c'est que potentiellement Poutine a donné le feu vert à la Chine pour Taïwan. En fait, il y a les deux côtés à considérer. C'est que les États-Unis, ils étaient très focus sur la Chine, le Taïwan. Et ça me fait beaucoup rire parce que tout d'un coup, personne n'en parle et que tout le monde parle de l'Ukraine et que quand tout le monde avait changé leur photo de profil, je suis avec Taïwan, etc. C'est assez drôle d'ailleurs de voir les influenceurs qui shiftent d'une tendance à un une petit autre. drapeau de l'Ukraine après une photo de gâteau. Voilà. En fait, ça s'appelle virtue signaling en anglais. C'est montrer que j'en ai quelque chose à foutre et c'est assez terrible de voir ça. Et donc, juste pour revenir sur mon propos, parce que moi, ça me tient à cœur, parce que je vois énormément de personnes le faire, alors que c'est des personnes qui vont derrière promouvoir les marques de dropshipping ou acheter des trucs chez Zara, enfin bref, peu importe. En fait, on se donc, positionne pas ce soir, Artem. En fait, le problème, c'est que les États-Unis étaient très focus sur la Chine et le Taïwan pendant un long moment. Et là, lorsqu'il y a ce conflit-là, bah, déjà, les États-Unis envoient les forces beaucoup en Ukraine et le regard est un peu détourné du côté de la Chine. À ce moment-là, donc la Chine et la Russie, comme on a dit, ils étaient déjà assez proches. Et donc, pourquoi pas pour la Chine de profiter de cet événement-là pour partir en Taïwan. D'ailleurs, justement, il y a cette info-là qui est sortie, c'est qu'il y a eu 9 avions
chinois qui ont été aperçus dans l'espace aérien de Taïwan. Donc, Ça arrive on va... souvent après ça, hein, attention. Hein. Oui, voilà. Ça, Après, je me permets de préciser, ça arrive quelque chose qui est récurrent. Hein. oui, tout comme les troupes russes qui étaient positionnées à la frontière Bien de sûr, l'Ukraine pour les entraînements également. c'est clair. Tu Non, vois. mais c'est vrai, c'est très vrai. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à la Chine, parce que je vous avoue que moi, je ne sais pas, Dimitri, si toi, tu as... Il y a deux choses. Il y a ce que tu viens de dire, qui est en gros le monde entier. Et là, on le voit avec les réunions exceptionnelles qui sont en train de se tenir, le G7, l'Europe qui se rassemble, l'OTAN qui fait un sommet exceptionnel. Il y a le monde entier qui regarde sur l'Ukraine. Donc, il y a ce que tu viens de dire là, en mode tout le monde regarde vers l'Ukraine, donc moi je vais envahir Taïwan. C'est une possibilité, mais sur le temps long, ça reste quand même, pour tout un tas de raisons, peu probable. C'est quand même probable, mais à mon sens, ça l'est encore peu pour le moment. L'autre chose, par contre, sur le temps auquel il faut faire attention, c'est que ça pourrait créer une sorte de précédent. C'est-à-dire que la Chine, et ils l'ont publiquement dit via l'ambassade de France aujourd'hui, va regarder cette situation et va regarder la réaction des instances internationales sur une violation d'un État souverain qui pourrait passer à Taïwan. Et si, au final, la réaction internationale, que ce soit via... alors, on sait très bien avec l'ONU, il ne se passera rien parce que la Russie... Alors, ça ne sert à rien, non, mais ça... Ils sont quand même en train de faire quelque chose, ils vont bidouiller un texte, il va passer, la Russie va appliquer son droit de veto, il va repasser en relecture derrière et ça va faire quelque chose. Bref, ce sera de l'ordre de la sanction pour de la figuration, on va dire. Mais la Chine va être attentive à ça et si au final la réaction n'est pas suffisamment importante, et ben ça serait en gros comme quelqu'un a utilisé cette expression, ouvrir la boîte de Pandore pour la Chine et elle pourrait dedans tout simplement. Donc il y a aussi cet enjeu-là et on voit à chaque fois qu'il y a un conflit comme ça, on pourrait dire presque mondialisé, il y a tout un tas évidemment de paramètres à prendre en compte, c'est vraiment une équation avec une infinie de variables et il y a aussi ça qui va jouer dans la balance. Les Américains ont aussi ça en tête, ils savent très bien que au-delà même de la réaction qu'il va y avoir par rapport à leurs actions directes vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'Ukraine, il y a aussi ce point-là crucial avec la Chine. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, je dirais. Hein. C'est l'enjeu crucial. Ce que tu dis est absolument vrai et c'est la réalité cachée de ce qui vient de se passer aujourd'hui. C'est que le monde entier a les yeux braqués sur la réaction des pays de l'Occident suite à ce qui vient de se passer. Si on laisse l'Ukraine se faire envahir sans sanctions, sans contraintes, sans contrepartie, ben, clairement, ça veut dire quoi? Que bon, ben, on va pouvoir envahir la Pologne, ils feront la même chose, ils ne voudront pas se battre. Et ça, c'est quelque chose de très fort parce que c'est un signal de sécurité qui est breaké, enfin qui est cassé. La même chose pour Taïwan. Taïwan, c'est vrai ce que tu dis, Artem, hein, tu l'as très bien dit avant. C'est habituel qu'il y ait des pays, des bateaux chinois ou et c'est la même chose avec le Japon d'ailleurs, des avions qui frôlent les zones de conflits territoriaux et voilà, on teste. Là aujourd'hui, on n'est plus dans le test, je pense. On est dans la mesure. Et avant de passer à autre chose, je voudrais juste faire un petit aparté sur ce qu'on disait sur les marchés financiers. Signal très fort. On parlait de spécificité et d'aller chercher dans le marché financier. Bon, là, j'ai regardé les 3 principaux fabricants d'armes européens, d'armes ou d'équipements de défense. Alors, il faut savoir que Thales a pris près de 5% aujourd'hui, c'est la plus grosse hausse du CAC 40. On parle d'actions, hein, donc 5% c'est énorme. Rheinmetall, ceux qui fabriquent les chars allemands et qui fabriquent des canons pour faire simple, ils ont pris plus de 3% sur la journée. Lockheed Martin, le fameux F-35, l'avion américain que tout le monde essaie d'acheter, et vient d'entrer en cotation, hein, il y a un décalage avec les États-Unis, a déjà pris près d'1%. BAE Systems, ceux qui fabriquent globalement les missiles européens et plein d'avions, enfin pour simplifier, a pris près de 5% aujourd'hui. Donc voilà, je veux dire, là, les investisseurs et les fonds renvoient un signal assez important. Ça veut dire qu'on investit dans des entreprises qui fabriquent des armes parce qu'on sait qu'on va avoir besoin d'en fabriquer et d'en utiliser. Mais d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'aujourd'hui, il y a tout le monde qui disait acheter du pétrole, acheter du pétrole. Quand le pétrole avait dépassé les 100 dollars, 103 dollars ou 104 dollars, on avait atteint aujourd'hui, il me semble. Tout le monde a commencé à acheter du pétrole avec de l'effet de levier parce que tout le monde s'est dit c'est bon, ça va exploser. Depuis, le pétrole a reperdu 7 dollars. Donc, non, mais achetez jamais de pétrole. Que ça aille bien ou pas, le pétrole, c'est fait pour les investisseurs professionnels, des traders professionnels en compte propre de banque ou autre. C'est pas fait pour quelqu'un derrière son téléphone sur 2 gyros. En plus, il vaut mieux acheter des boîtes, des grosses entreprises. Ouais, ça vous pouvez.
voilà, où vous allez être exposé aux énergies que aller sur des contrats à terme, des futurs ou ce genre de choses, comme, avec des leviers en plus. Non, c'est pas. Oui, mais pas du pétrole. Vous Voilà. n'allez pas prendre des produits dérivés où on va vous livrer 500 barils de pétrole aussi. Enfin, je veux dire, il faut faire attention avec Et ça. moi, je voulais rebondir sur une chose aussi, parce que du coup, on parle beaucoup des marchés financiers. J'aimerais juste aborder une petite partie crypto, du Bah coup, oui, il parce faut. que on est tous dedans, ici, plus ou moins. Et il y a une partie qui, donc, en fait, qui disait que le Bitcoin n'est pas une valeur refuge. Non. En fait, on a vu le Bitcoin qui était corrélé au marché financier, qui a chuté, qui a pris, je crois, moins 6 ou moins 7% aujourd'hui, quelque chose comme ça, peut-être un tout petit peu plus. Ouais. Euh, et tout le monde dit que ce n'est pas une valeur refuge. Et en fait, on en a déjà parlé pendant notre live avec Nicolas Chéron. Pour moi, le Bitcoin reste une valeur refuge et je vais donner un exemple tout simple. Je vais donner l'exemple du Canada et je vais donner l'exemple de l'Ukraine aujourd'hui. Au Canada, donc, il y a également les manifestations actuellement des truckers, donc des conducteurs de camions qui manifestent contre les mandats pour les vaccins. Et donc, ils ont ouvert une cagnotte sur GoFundMe où ils ont ramassé plusieurs millions de dollars, qui a été fermée par le gouvernement, qui a été demandé d'être fermée par le gouvernement. Ensuite, on a eu une cagnotte Bitcoin dont les personnes qui ont en fait, participé à cette cagnotte-là, s'ils étaient reliés à un sexe, comme par exemple Binance, donc Centralized Exchange, se sont vus leur compte également gelé, tout comme les personnes qui ont participé à la cagnotte. Donc le gouvernement a pris le pouvoir là-dessus. Et je vais prendre l'exemple de l'Ukraine, où aujourd'hui, donc la Banque centrale européenne, la Banque centrale ukrainienne a limité les retraits en fiat des banques. Donc on était à 100 000 grivna, je ne sais pas comment ça se dit en français, donc des retraits, donc ce qui correspondait à peu près à 3 000 euros en début de journée et qui sont passés à 300 euros, je ne sais pas si c'est sur une journée ou sur un mois. Et là, je vais reprendre cet exemple-là tout simplement parce que on parle d'une valeur refuge, mais peut-être c'est pas dans la valeur du Bitcoin en Ouais. lui-même. C'est qu'aujourd'hui, tu peux avoir 100 000 euros sur ton compte bancaire. Si le gouvernement décide de bloquer ton compte et de t'empêcher de retirer ton argent là, il peut tout à fait le faire. Au-delà de ça, tu as 100 000 euros sur ton compte, tu vas essayer de traverser la frontière avec 100 000 euros dans ta valise. Est-ce que c'est judicieux? C'est Avec des encore une autre chose. bombardements. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder, c'est qu'aujourd'hui, les bitcoins étaient échangeables dans pratiquement toutes les monnaies du monde, sans que les traders, enfin les institutions vous prennent jusqu'à 5 ou 10% donc d'arbitrage entre une monnaie, par exemple, comme la grivna ukrainienne, aujourd'hui, qui va, par exemple, chuter, et que vous traversez le pays, et dans l'autre pays, puisque ça chute, on va vous imposer des taux énormes, avec des frais énormes, et tout simplement, vous allez perdre beaucoup d'argent. Et je pense que c'est là-dessus qu'on a cette valeur du Bitcoin. C'est que si aujourd'hui vous détenez votre Bitcoin sur votre Ledger ou sur votre clé privée, pas forcément sur Binance ou autre, parce que c'est encore une autre histoire, mais vous pouvez transporter autant de valeur que vous souhaitez à travers les frontières. Vous pouvez l'échanger contre n'importe quelle autre monnaie de banque centrale via des échangeurs, et ensuite même, au-delà de ça, utiliser la carte bancaire de l'exchange que vous utilisez derrière sans que vos fonds soient gelés. Et donc, je pense que là, on peut parler d'une vraie valeur refuge, au-delà de la valeur du Bitcoin en lui-même. Très bien, il peut perdre 5%, mais en attendant, tu peux aller où tu veux avec lui. Il te suffit d'avoir ton téléphone ou ta clé privée. Tu peux y accéder depuis n'importe quel téléphone, depuis n'importe quel ordinateur, depuis n'importe quel ledger, peu importe. Aujourd'hui, c'est ça, je trouve, la force du Bitcoin. Et je trouve que c'est un point qui est assez fort et qui souligne justement cette Mais tu as raison, décentralisation. Artem. Et tu as raison. Et aujourd'hui, c'est un exemple type et on n'a pas pu le voir auparavant parce qu'on n'avait pas eu ce cas de figure qui se présentait. Et c'est pour ça qu'auparavant, il y a une cinquantaine d'années, voire même il y a plusieurs centaines d'années, l'or était considéré aussi comme une valeur refuge parce que c'était quelque chose qu'on pouvait prendre, sécuriser, qu'on pouvait prendre avec soi. Bon, ça a un poids, c'est matériel, il faut quand même le prendre. On peut se le faire voler, comme tu disais, avec le cash. Mais avant, on n'avait pas d'autres technologies qui nous permettaient de contrecarrer ça. Donc, du coup, la chose est que le Bitcoin prend le dessus là-dessus par rapport à un contexte géopolitique d'instabilité très marqué. Et c'est vrai, ce que tu viens de dire est totalement vrai. C'est un très bon point. Et ça illustre un autre usage du Bitcoin. Donc, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut vendre vos actions ou aller à la banque faire un virement pour tout mettre sur Binance. Ça veut juste dire qu'il faut avoir une réflexion et une stratégie. En fait, une stratégie d'investissement, il faut l'avoir dans un contexte régulier de paix où tout va bien, comme il y a encore 2 semaines, mais aussi dans un contexte de crise. Et c'est là où on voit la solidité de votre stratégie et votre capacité à faire face à une crise. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir intelligemment, toujours avoir une bonne diversification de ses actifs.
et ne pas être réticent à mettre un premier pas à l'étrier et à s'intéresser à de nouvelles technologies comme le Bitcoin, la crypto-monnaie, pour comprendre comment ça marche et être préparé au cas où, pas forcément en cas de guerre, mais même en cas d'intérêt, Mm. à aller vers ce type de technologie. C'est la même chose pour l'immobilier. Artem, toi, tu es historiquement pro-Bitcoin, pro-crypto. Moi, je suis pro-immobilier, même si on a tous les deux mis de l'eau dans notre vin et qu'on a tous les deux vu qu'il y avait d'autres façons de faire. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui a, je sais pas moi, 3 immeubles en Ukraine ou en Pologne ou même en Mm. France, on ne sait pas, il peut avoir un super patrimoine, il peut avoir des revenus de tout ça, mais le jour où il y a un MIG qui vous balance 2 bombes dessus, il ne vaut plus rien. Et les assurances, bon, je ne sais même pas si elles vont fonctionner. Donc en fait, un investissement, il ne faut pas oublier qu'il est exposé à un risque qu'on avait totalement oublié et qu'on ne prend jamais en considération en général, et c'est une erreur, ce qu'on appelle le risque de pays, le risque de pays, l'État, et qui est lié à ce qui peut se passer à cause du point de vue géographique du pays dans lequel vous investissez. Ça peut être le vôtre aussi, mais on a toujours connu la stabilité en Europe, on s'est un peu endormi là-dessus depuis des années, et c'est bien, c'est normal. Mais au moment où ça se renverse et où la tendance bascule, il faut être prêt à faire face. Ouais. Et je pense que c'est aussi un bon point parce que là, ça fait presque 1 heure que du coup, on est en live. Et je pense que ce qui est important à souligner, encore une fois, on le dira jamais assez, n'allez pas vous amuser avec des effets de levier sur les marchés. N'essayez pas de prédire les décisions Non. politiques des différents pays qui prennent des Surtout quand c'est décisions aujourd'hui Poutine qui parce que décide, hein, je veux dire. rien qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose à quoi on ne s'attendait pas. Et que si aujourd'hui vous vous amusiez avec des effets de levier en vous disant hier que ah bah non, c'est pas possible d'avoir une guerre chaude en Europe et que vous aviez longué n'importe quoi avec un levier x100, ce matin vous êtes réveillé sans votre argent. Donc encore une fois, il est important de diversifier vos placements. Il est important de prendre des décisions et surtout si vous débutez, n'allez pas sur les actifs les plus volatiles, n'allez pas utiliser des effets de levier en rendant les actifs qui ne sont pas volatiles. Ouais. Et donc, je pense que ça, c'est ma conclusion. Je pense que du coup, si chacun peut mettre une petite Ouais. conclusion et ce sera une bonne fin de live. Moi, Donc, j'en mets une, comme ça je m'arrête. Moi, je pense que la géopolitique, on en a déjà parlé, la géopolitique, l'histoire et l'économie, c'est lié, l'investissement aussi. Intéressez-vous à la géopolitique, peut-être que vous n'avez pas eu de centre d'intérêt sur ça, c'est vrai que c'est pas le truc le plus sexy, mais c'est important de comprendre ce qui peut pousser un pays à envahir l'autre, ce qui peut pousser un pays à avoir des tensions ou des alliances avec un autre. Généralement, c'est la culture, c'est l'histoire, c'est le passé. Et c'est essentiel à prendre en compte avant d'investir. C'est essentiel dans la vie. C'est un plus en plus pour votre culture générale. Et consacrer du temps à ça, c'est très important. Moi, le conseil que je peux donner, c'est de ne pas négliger l'investissement parce que pour moi, c'est ultra important, surtout pour les jeunes. On est endetté jusqu'au cou, on ne sait pas s'il y aura une retraite, on ne sait pas vraiment comment ça se passer. Mais d'un autre côté, vous êtes jeune, vous avez le temps, donc soyez précautionneux, investissez petit à petit. Euh, Essayez de, voilà, si vous avez de la crypto, donc c'est déjà volatile, essayez aussi d'avoir des actions et de faire un espèce de mix et de voir à long terme. Et puis pour la crise actuelle, il faut aussi essayer de rester optimiste et de se dire que bah, l'humanité en a vécu des belles aussi et que Ouais. théoriquement, on s'en est toujours sorti. Donc là, il y a encore des solutions, j'espère. Et voilà, il ne faut pas voir tout noir tout de suite. Et pour finir, me concernant, je vais réinsister sur un point que vous avez déjà évoqué précédemment, mais qui est pour moi le point le plus important, c'est au final quand on parle d'investissement, surtout dans des périodes comme ça, le plus important, ça reste la diversification. C'est le plus important et il faut prendre ça au sérieux. Il y a même deux types de diversification, j'ai envie de dire la diversification macro et micro. Au niveau macro, c'est on va prendre de l'immobilier, on va prendre des actions, on va prendre de la crypto. Et après, à l'intérieur de ces investissements, diversification micro, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre que des actions, boîte tech, que des GAFAM. Et les GAFAM s'effondrent et du coup, on a tout perdu. Donc, on avait avec Facebook, hein. C'est clair. diversifier, avoir des actifs de différents types et au sein de ces actifs, diversifier encore, prenez des actions de boîtes américaines, mais aussi de boîtes françaises, pas que des valeurs technologiques, etc. Et si on a une belle diversification, globalement, on peut se prémunir déjà de beaucoup de risques et aussi sur le temps long, avec une bonne stratégie de DCA, gagner aussi un peu d'argent si évidemment c'est le but. Ouais, totalement.
Je ne Écoutez, sais pas en si vous tout avez quelque cas, chose à ajouter encore ou... moi, je pense que les gars, on a fait un tour assez intéressant et même c'est un plaisir de recevoir Dimitri parce que du coup, moi, j'ai appris cette semaine que tu étais aussi intéressé par les géopolitiques et je savais que toi, tu allais apporter beaucoup à ce live. Adrien, toi aussi, mais c'est pas la première fois que tu viens, donc C'est pas grave. on sait très bien ce que tu fais. Allez suivre Info Économique, allez suivre Crypto France également parce que c'est également Dimitri qui est derrière, même si c'est pas forcément associé à ce live-là, ils font du bon taf. Et en tout cas, merci à tous ceux qui ont insisté. Merci beaucoup. C'est vraiment très cool de pouvoir partager ça. Le replay sera disponible directement demain sur notre YouTube. On le partagera en story. Je peux ajouter un petit Et puis voilà. Oui, Bon. on au niveau, t'écoute, Dimitri. au niveau de la diversification, on diversifie même là par rapport à la crise qu'on est en train de vivre, les sources d'information. Je pense que c'est aussi Ah oui, ouais. Super important, super important. Et je me suis amusé à faire cet exercice justement la nuit précédente, essayer au même moment sur une information qui vient de se passer, là notamment l'invasion de l'Ukraine par les Russes, vous mettez une chaîne occidentale et derrière vous allez par exemple sur RT, donc Russia Today, voir la couverture médiatique, le traitement d'une information au même moment en simultané par deux médias qui sont différents. Et si vous êtes conscient de qui est ce média, qui globalement le finance, quelle est sa ligne éditoriale, etc., et que vous regardez cette équipe, ça va vous apporter bien plus d'informations que si vous regardez toujours les mêmes sources issues des mêmes endroits, quoi. Ok, mais je suis d'accord et c'est ce qu'on a mis aujourd'hui, c'est que en fait d'un côté tu vas avoir des gens qui vont te vendre du rêve, même dans les médias d'investissement en général, qui vont te dire ouais là c'est le moment d'acheter, c'est les soldes, alors qu'ils n'ont aucune idée de ce qui va arriver demain. D'autres qui vont que partager des images, on voit des cadavres partout. Les autres qui vont dire Poutine c'est un génie, d'autres qui vont dire ah ouais non la Russie c'est une tyrannie depuis des années. Basez-vous sur les faits. Il y a C'est une guerre énormément. aussi sur les informations. C'est ça. Et encore une fois, aujourd'hui, la plus grande source de soucis qu'on puisse avoir, c'est l'information. Concret, ne partagez pas les contenus que vous ne lisez pas. Arrêtez de lire les titres et intéressez-vous à ce qui se passe autour. Basez-vous sur les faits. Je pense que c'est une bonne clôture. Super. Merci à tous. Merci à tous les gars. Bonne soirée, bon appétit si vous n'avez pas soirée. mangé. À la prochaine. Merci, bonne soirée, ciao.